Merci pour cette présentation, Caroline. Bonjour à tous et à toutes. C'est avec grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui pour animer ce panel sur les données du contexte réel. Lorsqu'un assureur évalue les médicaments soumis par les fabricants souhaitant les faire rembourser, il considère généralement autant les données cliniques que les aspects économiques. C'est en quelque sorte un genre de rapport qualité-prix. En général, un fabricant présentera les études cliniques ayant un protocole de recherche prédéterminé et mené dans un environnement contrôlé. Toutefois, il subsiste normalement de nombreuses incertitudes concernant la population traitée, les variantes de la maladie, l'ampleur, la durée des effets cliniques et comment ils se comparent aux traitements existants. Le profil coût-efficacité, l'impact financier pour le régime. Certains traitements sont commercialisés avec un éventail de preuves qui peuvent être insuffisantes pour démontrer clairement leur efficacité. Mais en même temps, quand un produit est lancé, les assureurs subissent une pression pour le rembourser. Dès l'introduction sur le marché, les patients veulent l'utiliser, les cliniciens veulent le prescrire à leurs patients. Plusieurs de ces nouveaux traitements sont très dispendieux et cela peut poser un défi considérable pour les régimes lorsqu'il s'agit de juger si les bienfaits du nouveau traitement justifient son coût. Je vais vous illustrer un peu le concept des données du contexte réel avant de poursuivre, pour qu'on comprenne bien la thématique de quelle est la notion dont on va discuter aujourd'hui avec le panel. J'ai une diapo ici que vous voyez à l'écran, qui est essentiellement un exemple qui vous montre la différence entre des données cliniques qui sont qui accompagnent normalement un dossier de médicaments et les données du contexte réel. Alors, en haut de la diapo, les données cliniques. Qu'est-ce que c'est? Bon, les données cliniques sont souvent générées par des études cliniques. On va souvent appeler ça des études cliniques où on a un groupe qui utilise le nouveau produit, un groupe contrôle ou un groupe placebo pour pouvoir comparer par rapport au placebo ou par rapport au produit existant, quel est l'effet clinique de notre nouveau produit. Donc, sur la gauche, on va choisir les patients, on va choisir un profil de patients précis qui vont être admis dans cet essai clinique. On va utiliser ensuite un protocole strict et prédéterminé. Donc, on a un protocole de recherche et on le suit. Si l'étude dure 1 an, on suit le protocole à la lettre durant toute l'année pour être certain qu'on contrôle notre environnement. Ce qui est le troisième point, c'est un environnement contrôlé. Donc, est-ce qu'un essai clinique, ça vise vraiment à comparer les groupes ou à vraiment essayer de déterminer si le traitement a un impact clinique? Mais est-ce qu'un essai clinique pour un médicament est représentatif du contexte de pratique dans la réalité? Pas nécessairement. C'est ici qu'on va introduire la notion de données de contexte réel au bas de la diapositive. Les données du contexte réel, ça reflète ce qui se passe dans la réalité. Donc, on va avoir des patients avec des profils variables. Ça ne va pas nécessairement correspondre au patient type qui a été recruté dans un essai clinique. C'est la population, les différentes variantes de la maladie. Ensuite, ça va être la pratique médicale réelle. Est-ce que la pratique, en réalité, est-ce que tout le monde suit exactement les protocoles ou les lignes directrices? Pas nécessairement. On doit juger de la situation au cas par cas pour chaque patient, ajuster en fonction de la nature du problème, de son degré de sévérité, de ses caractéristiques. Et finalement, la pratique réelle, ce n'est pas un environnement contrôlé. Il s'agit de vous présenter à l'urgence pour le constater. Alors voilà le concept de données du contexte réel. C'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Je poursuis. Pourquoi c'est important de parler des données du contexte réel? C'est pour savoir ce qui se passe dans la réalité parce que il y a des assurés sous les régimes privés d'assurance médicaments, les régimes publics. Par exemple, TELUS Santé couvre 12 millions d'assurés parmi tous les régimes pour lesquels il fait l'adjudication. Mais parmi ces 12 millions d'assurés, si on prend les 10 médicaments les plus dispendieux, ceux-ci sont utilisés par seulement 106 individus. Donc, à peu près 100 personnes pour 12 millions d'assurés. C'est à peu près une personne pour chaque 100 000 assurés. Donc, il y a très peu d'individus et ces 106 personnes représentaient un coût de 57 millions. Faites le calcul vite dans votre tête, c'est à peu près 1,5 million
par patient pour ces 106 individus qui utilisent des produits les plus dispendieux. Le coût de ces produits allait à peu près de 394 000 par année à aussi élevé que 1,8 million. Évidemment, vous me direz, c'est sûrement pas des produits pour le cholestérol ou l'hypertension ou le diabète. Non, effectivement, ce sont en général des produits hyper spécialisés pour des maladies rares, très rares, voire des maladies orphelines qui peuvent compter moins d'une centaine de patients ou voire quelques dizaines de patients au Canada. Naturellement, pour un régime privé, un administrateur de régime, ça soulève certaines inquiétudes parce que quand on reçoit une facture de 1 million de dollars, évidemment, ça soulève une inquiétude sur la pérennité à long terme des régimes, des questions concernant la mutualisation des risques, la réassurance. Évidemment, il ne faut pas seulement s'attarder au coût parce que ces médicaments peuvent être fort prometteurs, mais on ne peut quand même pas occulter complètement le risque financier que ça pose. Donc, et la raison pour laquelle on parle du risque financier, parce que si on rembourse un traitement qui n'est pas à la hauteur des attentes et qui a coûté extrêmement cher, bien, ça peut s'avérer quand même coûteux pour un régime sans obtenir le bénéfice ou le bienfait escompté. Donc, c'est la raison pour laquelle les parties prenantes, au-delà des données cliniques faites dans un contexte contrôlé, ces parties-là vont s'intéresser aux données du contexte réel pour les aider à éclairer leur prise de décision. Parce que les régimes de médicaments, publics et privés, ça doit fournir une assurance médicaments à des gens, des êtres humains, des individus qui œuvrent, qui évoluent dans la réalité, dans un contexte de soins. Donc, comme je le disais tout à l'heure, alors que les données cliniques générées par un essai sont obtenues à partir d'un protocole strict et prédéterminé, appliqué dans un environnement contrôlé, les données du contexte réel sont collectées dans le milieu où les individus évoluent réellement, qui peut comporter toutes sortes de variantes et d'impondérables. Certaines agences réglementaires et payeurs ont déjà incorporé les données du contexte réel dans le cadre de leur processus d'approbation. En fait, les données du contexte réel sont littéralement partout. Par exemple, ça peut concerner des données sur les activités en milieu hospitalier. C'est probablement la première chose qui viendrait en tête. En contexte hospitalier ou à la clinique avec le médecin, que se passe-t-il réellement? Quelle est la décision de clinique qui est prise en réalité, qui ne suit pas nécessairement les protocoles plus théoriques? Mais ça peut aussi être très anodin, comme par exemple, plusieurs personnes de nos jours utilisent sur leur téléphone des applications santé. On compte les pas. Ça, c'est vraiment très, très anodin. Ou encore, les gens s'achètent des montres qui sont connectées, qui vont mesurer leurs signes vitaux, leur tension artérielle, etc., etc. Et tout ça, c'est des informations qui vont être colligées à quelque part dans des banques de données. Bien, ce sont des données générées en contexte réel. Donc, aujourd'hui, nous avons avec nous des panélistes expertes en médicaments qui œuvrent dans les secteurs pharmaceutiques, les secteurs de l'analyse de données, la conception des études, qui utilisent des données du contexte réel. Elles mettront en lumière les défis et les besoins actuels de données, ainsi que les occasions qu'elles offrent en matière de décision de remboursement des régimes privés d'assurance médicaments. Nous avions initialement prévu d'avoir parmi nous, d'avoir 3 panélistes. On avait prévu d'avoir parmi nous Mme Sylvie Bouchard, qui est directrice de l'évaluation de médicaments et des technologies à l'INES. Or, Mme Bouchard a dû annuler sa présence à la dernière minute, malheureusement, pour des raisons personnelles. On pense à elle. On va quand même continuer avec nos 2 panélistes expertes ici, que je vais vous présenter. On a ici Karine Grandmaison, qui est vice-présidente Accès et relations gouvernementales chez Pfizer. Bienvenue parmi nous, Karine. Karine est membre de l'équipe de direction. Elle dirige l'équipe responsable des stratégies d'engagement des payeurs publics et privés de Pfizer Canada, des opérations de tarification et de remboursement et des engagements avec les gouvernements provinciaux. Karine a passé la majeure partie de sa carrière dans le secteur des sciences de la vie. Parlons de Pfizer. C'est un nom que vous avez beaucoup entendu sans aucun doute ces dernières années avec l'épidémie de COVID. Et Pfizer, on les connaît bien pour le fameux vaccin contre la COVID. Pfizer figure parmi les plus gros fabricants de médicaments au monde.
une grande pharma. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec ton nom de famille, mais c'est une très grosse compagnie pharmaceutique. Elle est présente dans une multitude de champs thérapeutiques. En fait, je ne serais pas étonné que la plupart d'entre nous, au cours de notre vie, nous utilisions au moins un médicament qui a été inventé par Pfizer. Nous avons ensuite parmi nous Catherine Beauchemin. Bonjour Catherine. Elle est associée chez Périfarm, une société de conseil spécialisée dans la pharmacoéconomie et l'accès au marché au Canada. Catherine est également professeure agrégée à l'Université de Montréal et chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Elle a récemment cofondé le Proxy Network, ou réseau Proxy en français, une initiative innovante de données réelles qui génère des données probantes axées sur le patient. Un petit mot par rapport à Catherine et son équipe chez Périfarm. Ce sont de grands utilisateurs de données. Ce sont les gens qui sont les éminences grises, qui utilisent toutes ces données de contexte réel, qui vont les mettre ensemble, les relier pour notamment concevoir des analyses économiques, les analyses de coût-efficacité. Ces analyses qui vont guider les assureurs publics et privés lorsqu'ils évaluent des dossiers de nouveaux médicaments pour le remboursement. Nos panélistes feront à tour de rôle une courte présentation pour illustrer leurs perspectives à l'égard de l'utilisation des données du contexte réel. Nous commencerons par la présentation de Karine, suivie de celle de Catherine. Ensuite, nous prendrons du temps pour répondre aux questions que vous aurez posées via l'onglet « Questions et réponses ». Donc, vous avez cet onglet, vous pouvez soumettre vos questions. Je vous dirais, n'hésitez pas à nous envoyer des questions par rapport à votre propre contexte. Ça va rendre l'exercice encore plus enrichissant. On prendra vos questions, on va les lire pour l'auditoire et on va en discuter. Et on aura les avis, nos panélistes pourront nous éclairer sur le sujet et essayer de répondre à vos questions. Commençons par Karine. Chère Karine, la parole est à vous. Bonjour, merci Richard. Bonjour à tous et à toutes qui participent aujourd'hui. Je suis vraiment ravie que TELUS nous a invités à donner notre perspective sur cette conversation très importante des données du contexte réel. Alors, merci beaucoup. J'ai envie de commencer en mettant la table et en disant que, entre autres grâce à la technologie, mais au cours des prochaines années, il y aura encore plus d'innovations thérapeutiques qui vont faire leur entrée sur le marché, entre autres au Canada, que ce soit en maladies rares, en oncologie, à la santé des femmes. Et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce que chacun d'entre nous, probablement dans notre vie, on sera un patient ou un aidant ou un proche. Et lorsque ça arrive, on est tellement reconnaissant qu'il y ait des thérapies qui puissent changer le cours de notre vie, celle de nos proches, et surtout qu'on y ait accès. Alors, tout le monde ici qui participe à la conférence, vous êtes pleinement conscient des avantages énormes que le secteur privé apporte aux Canadiens en termes d'accès opportun et large aux thérapies innovantes. Nous, chez Pfizer, on dit que le temps, c'est la vie et on essaie d'accélérer que les traitements et les vaccins puissent être dans les mains des patients le plus rapidement possible. Et on reconnaît que parfois, puis Richard en parlait un peu plus tôt, dans certains cas, ça va nous prendre des données du contexte réel pour démontrer la pleine valeur des innovations qui sont apportées au-delà de ce qui est mesuré dans les essais cliniques. Alors, c'est un petit peu de ça que je vais aborder aujourd'hui en partant de notre perspective. Mais au bout du compte, ça va prendre une collaboration entre les différentes parties prenantes pour trouver les bonnes données qui répondent aux bons besoins et aux bonnes questions afin de faciliter cet accès-là. Richard, vous le mentionnez par rapport à la COVID. Juste un petit mot sur ça. Chez Pfizer, on a vécu vraiment de près le pouvoir de la collaboration quand il y a différentes parties prenantes qui ont le même objectif. Et dans le cas de la pandémie, évidemment, c'était de l'enrayer le plus rapidement possible et le plus possible. Et c'était magnifique de voir tout le monde avoir la porte ouverte, vouloir régler, trouver des solutions ensemble. Puis,
je pense que c'est ce qu'on va vouloir voir au Canada pour le bénéfice de tous les patients dans les prochaines années. Alors, je vais commencer peut-être juste en donnant une petite perspective sur quelles sont les données du contexte réel qui peuvent être utilisées de ce qu'on a vu, nous, dans notre expérience. Puis, il n'est pas nécessaire de collecter des données pour tous les types de thérapies. C'est un investissement important de temps et d'argent de plusieurs partenaires. Il faut vraiment avoir une approche ciblée qui détermine quels sont les besoins. Et puis, comme ça, bien, on peut aller de façon beaucoup plus avec un impact. On peut utiliser les données pour améliorer la valeur. Alors, au-delà du coût des thérapies, souvent, il y a une très grande valeur, puis on peut avoir le désir de la mesurer. Si on prend un exemple d'un patient qui est bien traité avec un anticorps monoclonal pour son arthrite, bien, il n'est pas obligé de prendre une retraite prématurée. Il peut continuer à travailler et être productif. Ça, ce scénario-là démontre bien une énorme valeur à la fois pour l'employé, mais aussi pour l'employeur en termes de réduction des coûts de remplacement de la main-d'œuvre, surtout quand on est dans une pénurie de main-d'œuvre. Parfois, on peut vouloir comprendre les besoins et les préférences des patients. Il peut être très avantageux de comprendre le quotidien des gens pour qui on fournit une assurance. Un exemple, ça peut être une patiente en oncologie pourrait préférer prendre un traitement oral au lieu d'une infusion parce que ça va réduire le temps de déplacement pour aller à ces traitements, puis ça améliore sa capacité à demeurer productive, puis aussi elle-même peut-être être une aidante naturelle. Fait que ça, c'est un autre exemple. On peut penser aussi à des contrats innovants. On peut générer des données une fois qu'un médicament est remboursé ou ajouté au formulaire pour mesurer vraiment cette valeur-là, puis l'efficacité dans la réalité. C'est une façon d'informer le payeur aussi sur l'utilisation optimale de la thérapie. Ce qui est intéressant aussi par rapport aux données en contexte réel, ça a été mentionné, mais c'est que ces situations-là représentent de façon typique une population plus diverse que dans les essais cliniques. Donc, il y a un élément intéressant aussi de diversité et d'équité. Et au bout du compte, on a tous le même objectif, soit celui de soutenir l'accès opportun et approprié aux médicaments pour la main-d'œuvre canadienne, et les données du contexte réel peuvent être une façon de procéder. Je vais maintenant parler de quelques activités qu'on fait chez Pfizer dans ce domaine-là pour vous donner une illustration. Un petit mot sur nos équipes. Chez Pfizer, évidemment, c'est vraiment un focus, les données en contexte réel. On a les équipes d'accès qui travaillent étroitement avec nos équipes médicales pour vraiment assurer les plus hauts standards avec nos initiatives. On collabore également avec nos équipes d'innovation digitale parce que le futur est digital. Il y a beaucoup de données qui sont électroniques et puis des applications. Et on peut probablement faire beaucoup de choses pour améliorer l'impact des thérapies sur les patients avec ça. On a également installé un centre d'excellence mondial pour tirer parti de l'expertise de nos projets à travers le monde. Juste ce matin, je lisais de ma collègue au Danemark. Elle a publié une recherche sur un médicament en oncologie qui démontre une plus grande survie des patients, mais aussi qui démontre, ça c'est intéressant, que les conjoints des patients utilisent moins de ressources de santé dans les années qui suivent le traitement. Alors ça peut avoir un effet très grand, les thérapies. Ça, c'est une façon de vraiment mesurer toute la valeur. Fardeau des maladies chroniques. Donc, en ce moment, on collabore avec un partenaire qui est issu du secteur privé pour explorer comment on peut mieux comprendre l'impact de l'obésité sur les avantages sociaux en milieu de travail. On aimerait pouvoir déterminer l'impact de base, financier, clinique, humaniste, de cette maladie complexe et aussi évaluer les différentes options thérapeutiques, établir des critères. J'ai perdu ma diapositive, mais une autre
recherche qu'on est en train de faire en ce moment, c'est avec l'Université de la Colombie-Britannique par rapport à la productivité. On veut évaluer la valeur de perte de la productivité qui a une incidence sur les travailleurs canadiens. Alors, on l'entend souvent que ça, c'est une donnée qui est très recherchée par les payeurs. Alors, notre travail consiste à mesurer l'absentéisme, le présentéisme et aussi la qualité des mesures reliées à la qualité de la vie, reliées à la santé, dans 3 domaines thérapeutiques qui sont très différents, uniques. Il y en a un que c'est la migraine. La migraine, vous savez, est très perturbatrice. Les patients peuvent avoir une incapacité à fonctionner et on peut manquer du travail. Il y a des données américaines, mais on voudrait avoir des données canadiennes un peu plus spécifiques. On regarde aussi la dermatite atopique, éruption cutanée, démangeaisons sévères. Ça, c'est hautement symptomatique. Ça peut mener à une perte de qualité de sommeil, la stigmatisation sociale, l'isolement. Donc, probablement une mauvaise qualité de vie avec des répercussions sur le travailleur ou la travailleuse. Et un autre complètement différent thérapie, c'est, maladie, c'est l'alopécie en air. Donc, ça, c'est une maladie auto-immune qui est caractérisée par la perte de cheveux, autant sur le visage, le corps, la tête, et ça affecte fréquemment les femmes et les enfants. Ça peut être très traumatique. C'est associé à la dépression, à l'anxiété, parce que les gens disent qu'ils perdent leur identité lorsqu'ils perdent leurs cheveux. Donc, mais on ne sait pas quelle est l'incidence sur la qualité de la vie. C'est ce qu'on aimerait mesurer, puis voir s'il y a des comorbidités aussi. Un petit mot sur la couverture fondée sur les résultats ou les modèles de paiement là, basés sur la réponse. Donc, comme je disais un petit peu plus tard, lorsqu'il y a un besoin réel, dans un contexte où les données présentent des incertitudes, on peut utiliser les données en contexte réel pour accélérer l'accès pendant qu'on collecte des données additionnelles sur les résultats. C'est une approche qui place le patient au centre des décisions, donc pour essayer de trouver le bon traitement pour le bon patient au bon moment. Un autre exemple serait de fournir un accès élargi. Par exemple, ça peut être une couverture plus tôt dans la progression de la maladie, ce qui permet d'obtenir des meilleurs bénéfices thérapeutiques et on peut avoir une entente sur comment mesurer l'utilisation appropriée. Je ne parlerai pas aujourd'hui des États-Unis, mais Pfizer, vous pouvez faire une recherche sur Google. On fait différents pilotes aussi par rapport à ces ententes innovantes-là. Alors, il y a plusieurs sources de données pour les données en contexte réel. Il y en a plusieurs qui ne sont pas directement accessibles aux manufacturiers, qui seraient peut-être plus pertinentes, mais une qui est accessible et il y a beaucoup d'intérêt, c'est au sujet des programmes de soutien aux patients. Il y a plusieurs programmes de soutien aux patients au Canada. Ça génère beaucoup de données. Il y a certaines préoccupations liées à l'utilisation de ces données-là dans un contexte pour informer des décisions de remboursement. Alors, je voulais vous présenter un projet que nous avons fait pour démontrer que des données d'un programme de soutien aux patients peuvent être utilisées comme source de données d'une façon conforme, éthique et avec des hauts standards. Ce projet-là qu'on a lancé était pour pallier des besoins des patients et des défis d'accès. Pour un médicament en oncologie, il n'était pas remboursé au Canada parce qu'il y avait seulement des données de phase 2, mais il était remboursé dans plus de 30 autres pays à travers le monde et on a voulu confirmer son efficacité. Un des points forts de notre projet a été vraiment sa nature prospective. Alors, c'est-à-dire qu'on a planifié et ensuite, nous avons mesuré ce qu'on voulait mesurer, mais c'est une façon de faire qui ajoute de la crédibilité lorsque c'est possible aux données. Notre projet est très innovant. On a mesuré donc des changements dans la qualité de vie, les délais d'arrêt de traitement, le parcours du patient. Notre protocole a été développé avec l'aide des meilleurs cliniciens au Canada.
on a demandé un consentement spécifique des patients pour la collecte de données. Donc, ce n'était pas une condition pour les patients qu'ils participent au projet pour pouvoir bénéficier du programme de soutien aux patients. Mais ce qu'on a vu, en fait, c'est que la majorité des patients, presque tous les patients, en fait, ont consenti. Il y a un désir de vouloir donner leur voix au processus puis aux décisions qui sont prises et peut-être éventuellement aider d'autres personnes. Alors, mais on a fait ça comme ça. Et donc, le projet a confirmé les données de phase 2 et les cliniciens en ce moment sont en train de rédiger la publication des données. Donc, ça démontre qu'il y a une grande crédibilité. Il peut y avoir une grande crédibilité avec des données qui proviennent des PSP. On a fait l'analyse avec le guide sur les données en contexte réel de la CMTS, CADETH, qui a une liste, je crois, d'environ 82 items et ça donnerait un résultat de 90 %. Alors, nous, on trouve que c'est une source très crédible. Et finalement, les données en contexte réel, c'est un domaine en pleine évolution. Puis il y a plusieurs partenaires qui sont très intéressés à en apprendre davantage. C'est pour ça que nous, on a mis sur pied un cours de maître qui est dirigé par des experts reconnus mondialement. Puis il facilite le dialogue sur comment on peut utiliser les données en contexte réel pour améliorer l'évaluation des technologies de la santé, puis aussi améliorer les décisions des payeurs. On a eu 2 événements jusqu'à date. Il y avait plusieurs participants canadiens, tant publics que privés, aussi des groupes patients. Les commentaires ont été excellents. Donc, il nous ferait plaisir de vous donner plus d'informations si vous êtes intéressés. Ça, c'est pour démontrer que nous croyons vraiment qu'il est important de se pencher sur les questions relatives aux données en contexte réel parce qu'il y a énormément de possibilités qui peuvent ressortir de ça, qui seraient très bénéfiques autant pour les patients, évidemment, que pour les employeurs. Donc, nous, on veut continuer à collaborer avec toutes les parties prenantes, incluant dans le système privé, pour vraiment s'assurer de donner le meilleur accès possible aux patients, tout en déterminant la bonne valeur des médicaments. Alors, rappelons-nous que le temps, c'est la vie. Merci. Merci beaucoup, Karine. C'était fort intéressant. J'ai retenu certains éléments, je pense, qui sont importants de ta présentation. Premièrement, que les programmes de soutien aux patients, et pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec les programmes de soutien aux patients, de nos jours, une grande partie des médicaments qui sont introduits au Canada sont des médicaments de soins de spécialité. Hein, on n'est plus à l'époque des traitements pour le cholestérol qui étaient utilisés par des millions de patients. On va avoir des traitements plus spécialisés en oncologie pour le cancer ou pour certaines maladies plus rares. Et ces traitements spécialisés exigent appuyer les patients, leur donner plus de soutien, au-delà de ce que leur médecin peut faire. Donc, les patients vont souvent s'inscrire à des programmes de soutien aux patients. Et ça peut aussi être des programmes qui vont aider financièrement les patients à payer leur traitement. Ça peut être les aider à payer leur coassurance, par exemple. Donc, ces programmes-là recueillent une panoplie d'informations et c'est ce dont Karine, je crois, discutait tout à l'heure, c'est que cette information-là peut être utilisée aussi pour en apprendre davantage sur ce qui se passe dans la pratique réelle pour améliorer la dite pratique et vraiment essayer de mesurer avec des données réalistes ce qui se passe, l'effet, les résultats du traitement. Donc, merci, Karine. Moi, j'ai retenu ça, qu'on pouvait utiliser les programmes de soutien aux patients pour collecter ce genre de données, évidemment, avec tout le cadre de protection de la vie privée, confidentialité, le consentement des patients, c'est absolument important. J'ai aussi retenu que les données du contexte réel, ce n'est pas nécessairement toujours simple. Il y a toutes sortes de données, toutes sortes de sources de données. Et c'est ce dont Karine parlait tout à l'heure du programme de formation. Bien, ça va devenir important que les fabricants pharmaceutiques, en général, ont des experts, connaissent bien les données,
mais il faut que toutes les contreparties soient capables d'interpréter cette information-là. Donc, c'est utile d'avoir une augmentation, une amélioration des compétences pour toutes les parties prenantes. Avant de passer à la présentation de Catherine, j'ai aussi noté autre chose, c'est-à-dire que traditionnellement, l'innovation pharmaceutique était beaucoup perçue par l'ajout de nouvelles molécules ou de nouveaux médicaments. Mais de nos jours, on en a plein de médicaments et ce n'est pas toujours une question d'ajouter des nouvelles molécules dans le marché, mais plutôt d'ajouter de nouvelles méthodes pour administrer ces produits-là. L'exemple de Karine est très parlant à cet égard. Vous aviez un traitement qui était utilisé sous perfusion. La personne doit se déplacer dans une clinique de perfusion, peut-être perdre une journée de travail pour obtenir son traitement. Et soudainement, on offre ce produit dans un format d'injection sous-cutané qu'on peut faire à la maison ou encore sous format d'un comprimé oral. Bien, ça, c'est une grande innovation parce que ça facilite beaucoup la vie du patient et ça peut réduire l'absentéisme au travail. Autre point qui est important, je crois, dans votre présentation, c'est que oui, on a le traitement, mais on a tout le collatéral autour. Tu parlais de l'aidant naturel d'un patient au Danemark, je crois, dans un projet, qui avait moins utilisé les services de santé. Bien, ça, quand on est un employeur, on veut le savoir. Oui, le patient a été mieux traité, mais son conjoint aussi a été en meilleure santé, peut-être en meilleure santé mentale, plus équilibré parce que le patient a été bien traité. Donc, c'est un effet bénéfique collatéral. On parle beaucoup de santé mentale ces temps-ci, mais ça prend toute son importance. Maintenant, j'ai assez parlé. On va passer à la présentation de Catherine qui va nous illustrer le point de vue. Attendez. Ça ne change pas, c'est pas grave. Je vais lire mon texte ici. Catherine va nous illustrer le point de vue de ceux et celles qui utilisent des données dans le contexte réel. Catherine a toute une équipe d'analystes, des experts qui vont prendre ces données-là, qui vont les utiliser, qui vont construire toutes ces analyses que vous entendez parfois. Qu'est-ce qu'une analyse co-efficacité? Eh bien, ceux qui les font, c'est Catherine et son équipe, mesdames et messieurs. Et évidemment, en faisant ça, bien, en ayant accès à de meilleures données plus représentatives du contexte réel, bien, Catherine et son équipe peuvent construire des analyses plus pertinentes pour les régimes. Donc, la parole est à toi, Catherine. Merci beaucoup, Richard. Bonjour à tous. C'est un réel plaisir et privilège de participer à la conférence annuelle de TELUS Santé sur l'utilisation des données du contexte réel pour informer les décisions de remboursement au Canada et de vous apporter la perspective du consultant. Donc, en tant qu'associée chez Périfarm, une entreprise de consultation spécialisée en économie de la santé et en accès au marché, j'ai eu la chance d'être impliquée dans de nombreuses initiatives d'accès au marché de différentes compagnies. Brièvement, Périfarm est une entreprise qui œuvre en pharmacoéconomie puis en recherche évaluative depuis maintenant 20 ans. Nous avons été impliqués dans de nombreuses soumissions aux payeurs, autant aux payeurs privés qu'aux payeurs publics canadiens, ce qui nous a permis d'acquérir une connaissance approfondie du système de soins de santé canadien et des exigences des payeurs. Donc, typiquement, nos clients, allant d'entreprises pharmaceutiques locales à des plus grosses multinationales, nous contactent dans le but de maximiser l'accès au marché au Canada pour un de leurs traitements. Donc, en tant que consultants, nous développons les différents éléments clés du dossier de soumission qui sera fourni aux payeurs afin de leur présenter l'ensemble des évidences pour prendre une décision éclairée. Donc, les payeurs, eux, vont recevoir ce dossier de soumission et évaluer le dossier afin d'émettre des recommandations de remboursement. Selon notre expérience avec la préparation des dossiers de soumission, les dossiers de soumission sont préparés en utilisant les meilleures données probantes disponibles qui constituent généralement les essais cliniques conventionnels, comme en parlait Richard tantôt. Donc, les essais cliniques conventionnels permettent de façon générale de supporter les décisions de Santé Canada pour l'autorisation de commercialisation d'un produit. En effet, les essais cliniques randomisés permettent de répondre à deux préoccupations principales de Santé Canada, à savoir si le traitement est sécuritaire et s'il est efficace.
Par contre, quand vient le temps d'évaluer si un traitement devrait être remboursé, les essais cliniques conventionnels permettent parfois de répondre partiellement aux questions que se posent les payeurs. En effet, les payeurs sont davantage intéressés à savoir comment le traitement se compare-t-il par rapport aux options existantes. Est-ce que ce nouveau traitement-là est une alternative efficiente, c'est-à-dire coût efficace? Est-ce qu'elle apporte une valeur ajoutée? Est-ce qu'elle vient combler un besoin de santé important? Et les payeurs s'intéressent aussi à savoir quel est l'impact budgétaire d'ajouter ce nouveau traitement sur les formulaires. Donc, les données du contexte réel vont souvent compléter les données obtenues dans un essai clinique conventionnel dans le but de fournir un portrait plus global de la valeur thérapeutique et de la valeur économique d'un nouveau produit, ce qui permet aux payeurs de prendre une décision plus éclairée. Donc maintenant, je vais vous présenter différents scénarios auxquels on a dû faire face lorsqu'on a préparé des dossiers de soumission. Et ces scénarios montrent que le manque de données du contexte réel a parfois eu un impact sur la prise de décision. Donc, un premier exemple concerne la préparation d'un dossier de soumission d'un traitement oral approuvé en santé de la femme où le traitement standard est un injectable. Donc, comme tel, les avantages du traitement allaient au-delà de son efficacité clinique, puisque l'efficacité supportait une efficacité au moins équivalente au traitement standard. Cependant, la commodité d'avoir un traitement oral par rapport à un traitement injectable était fort probablement associée à une plus grande satisfaction des patients, voire même à une meilleure observance au traitement. Par contre, au moment où nous préparions le dossier de soumission, aucune preuve n'était disponible pour appuyer cette affirmation. Donc, le manque de données du contexte réel ici a eu comme impact que les payeurs n'ont pas pu reconnaître la réelle valeur de l'innovation. Un deuxième exemple concerne un nouveau traitement approuvé en santé mentale, plus spécifiquement un traitement pour une condition qui est reconnue pour avoir un impact important sur la productivité des patients et des proches aidants. Donc, au moment où nous préparions le dossier de soumission, aucune donnée canadienne sur la productivité au travail et le fardeau des proches aidants n'était disponible. On a donc dû utiliser des données provenant de d'autres pays. Donc, ici, le manque de données canadiennes du contexte réel a eu pour effet d'augmenter l'incertitude dans l'évaluation économique, de même que dans les évaluations par les payeurs. Finalement, un troisième exemple concerne un nouveau traitement approuvé pour une maladie rare. Comme c'est souvent le cas dans le contexte de maladies rares, très peu de données canadiennes sur la maladie étaient disponibles au moment de la préparation du dossier de soumission. Donc, on a dû utiliser des données d'une autre maladie similaire pour estimer la qualité de vie des patients, les valeurs d'utilité, de même que l'utilisation des ressources de soins de santé. Donc, encore une fois ici, le manque de données du contexte réel a eu comme impact d'augmenter considérablement l'incertitude dans l'analyse pharmaco-économique et dans les évaluations des payeurs. Cette préoccupation est d'autant plus importante dans le contexte du coût élevé des traitements en maladies rares. Donc, en résumé, ces trois scénario démontre bien que le manque de données probantes du contexte réel peut avoir un impact significatif sur la prise de décision en santé. Donc, à ce jour, les données canadiennes pour démontrer la valeur clinique et économique d'un nouveau traitement sont limitées. Par ailleurs, il y a très peu de données centrées sur le patient qui sont disponibles lorsque nous préparons les dossiers de soumission pour les payeurs. Donc, c'est pour cette raison que nous avons récemment implanté le réseau Proxy, une initiative qui vise à générer des données centrées sur le patient, puisque nous sommes convaincus que la voix du patient devrait être au cœur des décisions en santé. Donc, qu'est-ce que c'est le réseau Proxy? Donc, le réseau Proxy est un réseau de recherche innovant qui vise à générer des données centrées sur le patient dans le but d'éclairer la prise de décision. Le réseau Proxy permet de conduire des études du contexte réel selon les plus hauts standards en matière de confidentialité et de sécurité des données.
Plus précisément, le réseau Proxy est une plateforme de recherche innovante qui permet la collecte de données directement centrées sur les patients et les proches aidants. Donc, l'identification des participants éligibles à une étude Proxy peut se faire d'une part via un réseau établi de pharmaciens communautaires qui sont déjà prêts à participer à une étude. L'identification des patients peut également se faire via l'intermédiaire d'associations de patients. Les différentes données centrées sur le patient que nous collectons via le réseau Proxy sont présentées ici. Donc, on s'intéresse à mesurer les signes et symptômes de la maladie, l'état fonctionnel, l'impact sur les activités de la vie quotidienne, l'impact sur la productivité au travail, notamment au niveau de l'absentéisme et du présentéisme, qui sont des mesures d'intérêt, notamment pour les payeurs privés. La qualité de vie des patients et les mesures basées sur la préférence. On mesure également l'utilisation des ressources en santé, la satisfaction au traitement et finalement le fardeau pour les proches aidants. Donc, à titre d'exemple, nous sommes très fiers d'avoir complété notre première étude Proxy dans le traitement de la migraine. Donc, l'objectif de cette étude était d'estimer l'impact de la migraine sur la productivité et les activités de la vie quotidienne chez les adultes déjà traités avec un triptan. Donc, au total, 100 adultes atteints de migraine ont participé à l'étude et ont rempli un questionnaire sur la productivité et l'impact sur les activités de la vie quotidienne via notre plateforme web ou par papier selon leurs préférences. Donc, cette première étude Proxy a permis de confirmer la faisabilité et l'efficience du réseau Proxy à générer des données centrées sur le patient de façon assez rapide, puisque la complétion de l'étude, allant de la rédaction du protocole aux approbations éthiques jusqu'à l'analyse des données, s'est fait sur une période de 4 mois. Donc, en conclusion, les payeurs canadiens ont besoin de données probantes sur la valeur thérapeutique et économique d'un nouveau traitement. Par contre, les données disponibles, notamment les données des essais cliniques conventionnels, ne permettent pas toujours de fournir le portrait global de l'impact d'un traitement. Et à ce jour, il y a souvent un manque de données canadiennes centrées sur le patient lorsque nous préparons les dossiers de soumission aux payeurs. Donc, nous sommes convaincus que les patients méritent d'être au cœur des décisions en santé. Bien que les données du contexte réel ne vont jamais remplacer les essais cliniques conventionnels, elles apportent bien certainement une valeur à l'évaluation des médicaments et aident à mieux informer les décisions. Donc, considérant le coût de plus en plus élevé des médicaments spécialisés et des traitements pour les maladies rares, les données en contexte réel deviendront bien certainement un pilier dans la prise de décision en santé. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, Catherine. C'était fort intéressant. En fait, Catherine a bien expliqué l'importance de placer le patient au cœur des initiatives de collecte de données en contexte réel. On pourrait en effet avancer qu'en se centrant sur le patient, on sera plus susceptible de comprendre l'ensemble des répercussions de la thérapie sur l'individu, telles que l'amélioration de sa condition clinique, son utilisation des services de santé, sa qualité de vie ou sa productivité. On génère ainsi des informations plus pertinentes pour les preneurs de régime. En fait, j'aimerais juste revenir sur une des diapos que tu as présentées, Catherine, que je trouve vraiment très intéressante, celle où on parle des données centrées sur le patient, où on a comme le cercle. Oui, voilà, celle-ci. En fait, on pourrait dire que c'est un écosystème de données dont le patient est au cœur. Et c'est vraiment ici, puis je reprends un peu ce que tu as présenté tout à l'heure, Karine, on parle de... Il y a vraiment, au-delà d'un essai clinique conventionnel, il y a vraiment toute une foule de choses qui se produisent. Il y a toute une foule d'éléments qu'on n'arrive pas à mesurer avec les façons conventionnelles, mais qui sont néanmoins absolument critiques pour vraiment bien juger de l'apport d'un traitement. Si on prend, par exemple, ici, on a tout l'écosystème, on a tous des éléments qu'on peut collecter de manière intégrée. Je crois que c'est le concept. Tout à fait. Et quand on parlait tout à l'heure dans l'exemple de Karine de passer d'un traitement sous perfusion à un traitement en comprimé, bien, quand on va regarder l'ensemble de l'écosystème du patient, bien, c'est là qu'on va pouvoir capturer cette information-là. Donc, vous avez
le cadre de l'essai clinique, mais au-delà, la commodité du traitement. C'est très difficile de refléter les notions de commodité de traitement dans des essais cliniques conventionnels. Ce n'est pas le bon cadre, souvent, pour le mesurer, si je ne m'abuse. Donc, c'est vraiment avec cet écosystème de données qu'on peut en arriver à avoir un portrait plus exhaustif, beaucoup plus complet pour vraiment mesurer les résultats dans leur ensemble d'un traitement.